Alexandre Delval, bonjour. Vous êtes Bonjour. politologue et essayiste, spécialiste du Moyen-Orient. Vous êtes aussi engagé politiquement à droite, proche de Nicolas Sarkozy, avec qui vous partagez l'idée que l'Occident doit arrêter de se sentir coupable de tout et de rien, et notamment de ses valeurs chrétiennes. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi un café turc parce que, avouez, le président Erdogan, le président turc, vous en avez fait votre tête de turc. Oui. Pourquoi cet homme est-il, selon vous, dangereux? Dangereux pour la région, pour le Moyen-Orient, dangereux pour l'Europe? Il est dangereux pour son pays, tout d'abord, puisque ancien islamiste radical, quand il est sorti de prison et qu'il a créé le nouveau parti, il a essayé de jouer au plus fin et de masquer son objectif. Mais maintenant, on voit que son objectif est très clair. C'est un programme, je dirais, national-islamiste, populiste, national-islamiste. On dit souvent islamiste radical, mais c'est plus particulier. Vous savez, le Milli Görüş, qui est l'idéologie officielle de son mouvement, c'est un mélange d'islamisme et d'ultranationalisme et d'autoritarisme. Et en fait, il est dangereux parce que son but, c'est de démanteler le kémalisme, les valeurs du kémalisme, de la laïcité, toutes ces valeurs qui ont fait d'ailleurs que la Turquie a été intéressante pour de nombreux Européens. Elle a été présentée comme naturellement éligible pour être membre de l'Union européenne en raison de son kémalisme. Or, justement, ce kémalisme, il veut l'abolir. Donc il est dangereux pour son propre système turc kémaliste. Il est dangereux pour la région parce qu'il a des ambitions irrédentistes. Il veut récupérer des bouts de Syrie, des bouts d'Irak. Il bombarde régulièrement les voisins au nom de la lutte contre le séparatisme, le kurde. Le vrai ennemi de Erdogan, ce n'est pas Daesh, selon vous? Ce sont les Kurdes? Oui, en fait, l'ennemi principal, je dirais que ça reste les Kurdes. Ça peut se changer. C'est une obsession, presque. C'est une obsession, mais en fait, si on se met à la place du sultan Erdogan, quelque part, c'est logique aussi. Les Kurdes représentent une grande partie de la Turquie, surtout dans l'Est. Il y a aussi des Kurdes un peu partout en Turquie, mais c'est un phénomène séparatiste qui peut un jour détruire la Turquie dans ses frontières actuelles. Donc c'est vraiment l'ennemi immédiat, celui qui peut séparer le territoire. Daesh reste un ennemi extérieur. Je dirais que l'ennemi principal, ça reste les terroristes du PKK ou tout simplement le séparatisme kurde, même s'il n'est pas terroriste. Et l'ennemi secondaire, c'est Daesh. Les choses peuvent aller évoluer. Pour l'instant, vous avez remarqué dans le discours après les attentats, Erdogan a plus incriminé les terroristes du PKK et les séparatistes kurdes en général que ceux qui venaient de commettre l'attentat au nom de Daesh. On voit bien qu'il n'a pas encore changé son logiciel. Mais ça peut évoluer, bien sûr. Alors, regardez ces images, Alexandre Delval. Ce sont des images du petit village de Madaya, en Syrie, une ville qui a été assiégée par l'armée syrienne. L'aide humanitaire est enfin parvenue dans cette ville où des personnes sont mortes de faim, semble-t-il. Et il y aurait d'ailleurs plusieurs Madaya en Syrie. Pourtant, on va négocier aujourd'hui à Genève avec le régime de Bachar el-Assad. Est-ce que c'est bien raisonnable? On ne peut pas avoir deux ennemis, Daesh et Bachar el-Assad? Je pense que c'est tout à fait raisonnable parce que premièrement, on parle de Madaya. Mais il y a aussi des kefraya, il y a aussi des villages peuplés d'alaouites, de chiites et même de chrétiens qui, depuis 4 ans, ont été cernés, affamés. Mais on en parle moins parce que du côté des Russes et des Iraniens et du régime syrien, la communication est moins efficace. Ils sont moins bien vus par les médias occidentaux. Donc forcément, les Qataris, les Saoudiens et les Turcs qui sont derrière les forces rebelles sunnites vont mieux réussir à faire parler d'eux et de leur cause et de leurs victimes qui existent et je ne les nie pas. Donc le problème, il est un problème humanitaire qui concerne les deux côtés. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les pourparlers en cours en vue de sauver les meubles et d'éviter les catastrophes humanitaires, c'est plutôt la partie des rebelles sunnites, et djihadistes ou frères musulmans qui l'ont retardé, qui l'ont bloqué, parce qu'ils continuent à avoir cette position qui était celle de Fabius et de la France et de l'Amérique avant qu'ils changent, qui est la condition, c'est le départ, le préalable, c'est la fin du régime de Bachar el-Assad. Or, ce n'est pas réaliste, tout simplement. Malheureusement, en géopolitique, on ne fait pas que des choses qui sont belles à entendre au niveau des oreilles. On réalise ce qui est faisable, on compose avec ce qui est réel. Et aujourd'hui, le régime est incontournable. Il est autant le problème, on le dit à juste titre, qu'une partie de la solution. Vous avez publié Le chaos syrien. Il y a une issue à ce chaos? On peut en sortir? Je pense qu'il y a une issue. Il a fallu attendre le Bataclan pour que la France et d'autres pays occidentaux commencent à dire l'ennemi principal, ce n'est pas forcément Bachar et les méchants, ce n'est pas forcément les Russes qui les soutiennent ou les Iraniens. Il a fallu attendre le Bataclan pour que le réalisme revienne. Nous, c'est ce que nous disons dans ce livre depuis 2014, que c'est la condition sine qua non. On ne peut pas négocier qu'avec la partie sunnite qui finance les djihadistes. Et en même temps qu'on négocie, on doit intervenir militairement en Syrie?
Alors, je ne sais pas si on doit, d'un point de vue électoraliste, il est bon de bombarder le lendemain d'un attentat. Je ne suis pas sûr que les militaires soient d'accord avec cette façon de faire. Les militaires le disent, on bombarde avec un plan, avec une préparation donc avant et avec un service après-vente. Il vaut mieux, autrement dit, soutenir les forces qui sont alliées de l'Occident, de la démocratie, Bien comme entendu. les Kurdes, Ce par qui exemple. manque le plus, ce sont des troupes au sol. Les troupes aériennes, pourquoi pas, bien sûr, mais les militaires le disent, les troupes aériennes sans troupes au sol, c'est contre-productif. Il nous faut absolument soit envoyer des troupes au sol de plusieurs pays, soit soutenir massivement les Kurdes, ce que malheureusement nous ne faisons pas. Alexandre Delval, prenez une petite boule surprise avec une question surprise que vous allez lire à haute voix et sans crainte. Si vous deviez parier la Turquie membre de l'UE en 2020-2025 ou jamais, moi je parierais jamais. Ça, c'est votre espoir. Même pas forcément, parce que j'essaie d'être assez réaliste. Vous savez, rien que l'occupation illégale de Chypre du Nord, 37% de l'île de Chypre, à elle-même, elle bloque 8 ou 9, voire 10 chapitres de l'acquis communautaire. C'est purement juridique. Tant que la Turquie veut le beurre et l'argent du beurre, rentrer dans l'Union européenne, mais refuser l'existence d'un de ses membres, il faut savoir que la partie non occupée, elle est partie intégrante de l'Union européenne. Et voilà un pays qui veut rentrer dans un club et qui dit « je suis contre les frontières avec le club, le membre grec du club, et je nie carrément l'existence du gouvernement d'un autre membre de ce club qui est l'île de Chypre, enfin qui est la République de Chypre ». C'est quand même un petit peu fort. Mais un Turc me disait à juste titre il y a quelques années vous finirez par nous faire entrer dans l'Union européenne, même si effectivement on ne remplit pas les conditions, pour vous donner bonne conscience. Et c'est pour ça que j'ai dénoncé la mauvaise conscience européenne et le complexe occidental. On ne fait pas de la géopolitique avec de la mauvaise conscience. Alexandre Delval, merci d'être venu au Bar de l'Europe. Et vous allez pouvoir goûter ce café turc, même si vous trouvez que Erdogan est un peu fort de café. Avec plaisir.